Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une méthode, une vision que j'affectionne particulièrement, celle qui consiste à intégrer le mouvement de toutes les classes d'actifs dans sa stratégie, dans son analyse, ce que l'on nomme en analyse technique l'approche intermarché. Je vous rappelle que ce webinaire est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Et comme à l'habitude, je vais me présenter, je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques, l'AFAT. Alors ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous présenter dans un premier temps ce qu'est l'analyse intermarché. Dans un second temps, nous verrons comment intégrer l'ensemble des classes d'actifs dans une approche. Dans un troisième temps, nous verrons 4 cas pratiques liés à l'analyse intermarché. Enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir sur cette séance. Je vais commencer par présenter donc ce qu'est l'analyse intermarché. Juste une petite piqûre de rappel, nous avions vu dans un autre webinaire ce qu'était l'analyse intramarché. Nous avions observé qu'il était plus intéressant, par exemple, d'analyser le marché d'échange dans sa globalité en observant les indices de devises, plutôt que d'observer une paire en particulier. J'avais tenté de vous démontrer que la probabilité de succès liée à ce type d'analyse était beaucoup plus forte. Eh bien, l'analyse intermarché permet d'affiner un peu plus cette approche et voyons un peu de quoi il s'agit. Le point de départ pour comprendre ce qu'est l'analyse intermarché consiste à dire qu'il n'est pas efficace d'analyser un marché ou un titre ou une paire de devises en particulier, de manière isolée. Il faut comprendre que l'ensemble des classes d'actifs et les titres en particulier montent, baissent ou évoluent de manière latérale parce qu'ils sont influencés par quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand, à savoir la classe d'actifs à laquelle ils appartiennent. Cette classe d'actifs qui elle-même est en relation avec d'autres classes d'actifs. On parle par exemple d'approche top-down, celle qui consiste à analyser le tout, donc l'ensemble de ces classes d'actifs, pour distiller une information plus précise sur un titre ou une paire de devises en particulier. L'intérêt de cette approche top-down consiste à observer ce qui se passe ou ce que font la plupart des investisseurs et cela permet de se placer dans le sens du plus grand nombre et donc de la tendance. Alors après avoir tenté de poser ces quelques éléments sur l'analyse intermarché, je vais pouvoir la définir. Alors qu'est-ce que l'analyse intermarché ? Eh bien, c'est une approche qui consiste à analyser simultanément l'ensemble des principales classes d'actifs, qui sont bien évidemment les actions, les obligations, les matières premières et le marché des devises. Grâce à cette approche, on peut repérer s'il y a des corrélations entre ces différentes classes d'actifs et quelle est l'intensité de ces relations. Et ce qui permet bien évidemment d'affiner sa compréhension sur un titre ou une classe d'actifs en particulier. C'est là l'intérêt de l'approche intermarché. Alors elle repose sur un certain nombre de principes et bien évidemment le premier principe que j'ai cherché à évoquer, c'est celui selon lequel aucun marché n'évolue de manière isolée. Second principe, tous les marchés sont liés donc sur le marché domestique et le marché mondial. Un autre principe consiste à dire que l'analyse d'un marché doit inclure celle de tous les autres. Enfin, les obligations, les actions et les matières premières forment des creux et des sommets dans un ordre prévisible selon la phase du cycle économique. C'est ce que nous verrons dans l'un des cas pratiques. Alors, à présent, quelles sont les relations classiques selon cette approche ? Eh bien, l'une des relations les plus connues, c'est celle selon laquelle le dollar et les matières premières évoluent de manière symétriquement opposée. Lorsque le dollar progresse, le prix des matières premières baisse et inversement. Les obligations et les matières premières évoluent en sens opposé. Eh bien pourquoi ? Parce que lorsque le prix des matières premières progresse, eh bien, ça produit des tensions inflationnistes qui font monter les taux et donc baisser le prix des obligations.
Les obligations et les actions évoluent normalement dans le même sens, mais il faut pondérer cette relation puisqu'elle dépend du cycle économique dans lequel on se situe. Les obligations forment des creux et des sommets avant les actions, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit. En période de déflation, les obligations progressent tandis que les actions baissent. Pourquoi? C'est ce que nous verrons aussi dans un cas pratique. Eh bien, en période de déflation, la Banque centrale baisse considérablement ses taux d'intérêt et les actions baissent parce qu'il y a bien évidemment une récession. Et cette baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale produit une accélération du prix des obligations. Autre élément, mais qui est moins important dans ce que l'on cherche à faire, à savoir utiliser l'analyse intermarché dans le cadre du trading sur le marché d'échange, eh bien la faiblesse du dollar favorise les multinationales américaines. Bien évidemment, si la valeur du dollar est plus faible, eh bien les multinationales américaines auront davantage de facilité à exporter. Ce que cherche à dire l'approche intermarché, eh bien, c'est que les classes d'actifs entretiennent des relations classiques selon différents états de l'économie. Alors, différents états, on entend le cycle du PIB. Est-ce que nous sommes dans une expansion, une récession, une crise ou une reprise? Y a-t-il des pressions inflationnistes ou bien des menaces déflationnistes? Et bien évidemment, tout dépend de la psychologie du marché, les phases d'euphorie, les doutes et les peurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'approche intermarché consiste à intégrer le tout dans son approche pour comprendre l'infiniment petit ou bien un actif ou un titre en particulier. On va analyser l'ensemble des classes d'actifs, mesurer la manière dont elles s'influencent et l'intensité de leurs relations pour comprendre sur ce qui se passe sur l'infiniment petit, le titre ou la paire de devises en particulier. Alors bien évidemment, on peut se contenter d'observer par exemple le franchissement d'une résistance clé sur l'euro-dollar ou le déclenchement d'une figure de continuation ou bien deux mois immobiles qui se croisent. Mais ce que je cherche à insuffler ici, c'est que cette manière de faire est extrêmement réducteur et intégrer l'analyse intermarché et l'analyse donc intramarché, ce que nous avions vu dans un autre webinaire, eh bien, ça constitue un outil supplémentaire qui permet vraiment d'augmenter sa capacité à bien comprendre ce qui se passe sur les marchés et donc sur un marché en particulier, celui qui nous intéresse, celui sur lequel on veut investir. Alors, afin d'illustrer notre propos, nous allons balayer différents cas pratiques et nous allons commencer par une analyse intermarché depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le graphique que vous pouvez observer ici, eh bien, vous pouvez voir en rouge le S&P 500, donc l'indice action américain, en bleu foncé l'indice CRB des matières premières, en vert le dollar index, et en violet le prix des obligations américaines. Alors, parmi les éléments que l'on peut observer, vous pouvez voir ici que le dollar et les matières premières forment pour l'un un sommet, donc les matières premières, pour l'autre un creux, et que cette séquence se répète au cours de temps, puisque début 2009, le dollar forme un sommet, les matières premières un creux, et vers le premier trimestre 2010, cet événement se répète, le dollar forme un sommet et les matières premières un creux. Et on voit que ces deux classes d'actifs évoluent de manière symétriquement opposée. C'est ce que j'essaie d'évoquer dans l'un des principes tout à l'heure de l'analyse intermarché, à savoir que le prix des matières premières et le dollar évoluent de manière symétriquement opposée. Autre élément que l'on peut observer ici, celui selon lequel les matières premières et les obligations évoluent de manière opposée, puisque vous pouvez voir qu'en 2009, une baisse du prix des obligations
eh bien, correspond à une hausse du prix des matières premières. Ceci s'explique par le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, que une augmentation du prix des matières premières produit des tensions inflationnistes. Celles-ci ont un effet de tension sur les taux d'intérêt et donc de baisse du prix des obligations. On peut voir que cet événement se répète à partir de mi-2010, lorsque le prix des obligations diminue. Eh bien, on voit sur ce graphique que le prix des matières premières, lui, progresse. Autre chose que l'on peut observer, je vous avais dit que les menaces déflationnistes ou bien la déflation provoquaient une baisse du prix des actions et une augmentation du prix des obligations. Bien évidemment, lorsqu'il y a une menace déflationniste, c'est que l'économie va mal et que probablement elle est en récession ou que la récession s'approfondit. Donc bien évidemment, les perspectives de résultats des entreprises sont mauvaises, les actions baissent et bien évidemment, si une économie est en récession, eh bien, que fait la Banque centrale? Notamment si bien évidemment il y a une menace déflationniste importante, eh bien, elle diminue de manière drastique ce niveau des taux d'intérêt et comme vous le voyez ici, il y a plutôt comme vous devez le savoir, il y a une relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Donc, face à cette menace déflationniste, les taux d'intérêt baissent très vite et le prix des obligations progresse. Donc voilà comment on peut, de manière pratique, observer la manière dont évoluent les différentes classes d'actifs et les liens que j'ai dressés tout à l'heure, on va dire de manière théorique. Alors à présent, nous allons voir un second cas pratique, celui qui consiste à dresser un lien entre les taux d'intérêt à court terme de la zone euro et de la zone Amérique et la manière dont évolue la paire de devises qu'est l'euro-dollar. Alors ces contrats, le contrat Euribor 3 mois et le contrat euro-dollar 3 mois, eh bien, témoignent de la perception du marché quant à la politique monétaire de la BCE et de la Fed à venir. Ce que vous pouvez observer sur le contrat Euribor à 3 mois, eh bien, c'est que début 2011, il rompt un niveau de support et initie une tendance baissière. Dans le même temps, le contrat euro-dollar à 3 mois donc américain, le contrat de taux américain, eh bien, lui progresse. Pour rappel, ici, une baisse donc de l'Euribor 3 mois signifie que le marché anticipe une progression des taux des taux court terme dans la zone euro. Alors que concernant le contrat euro-dollar à 3 mois, eh bien, une progression de ce contrat signifie pour le marché une poursuite de la politique monétaire accommodante de la Fed. Compte tenu de ce que l'on observe sur le contrat Euribor 3 mois et le contrat euro-dollar 3 mois, il y a un décalage du cycle entre la politique monétaire de la Banque centrale européenne et celle de la Fed qui rend plus attractif l'euro par rapport au dollar. Et ce qui produit le mouvement haussier sur la paire euro-dollar que l'on observe depuis le début de l'année. Alors ce qui marque le coup d'arrêt de cette progression à partir de début mai, c'est peut-être la sortie par le haut des prix du contrat Euribor 3 mois qui signifie que la Banque centrale européenne compte effectivement monter ses taux mais ne pas rentrer dans un cycle régulier d'augmentation des taux à court terme. Ce qui produit le mouvement cerclé sur la paire euro-dollar, donc le graphique de droite, une forte baisse de cette paire et un coup d'arrêt de la tendance haussière sur l'euro-dollar, donc je parle ici de la paire. Alors nous allons à présent observer un troisième cas pratique qui se propose de lier le dollar canadien et le marché de l'énergie, donc du pétrole. Sur le graphique d'en haut, vous pouvez observer le dollar contre le dollar canadien en fréquence hebdomadaire de 2008 à 2009, alors que sur le graphique d'en bas, vous pouvez observer le prix du pétrole en fréquence hebdomadaire pour la même période.
Alors, en termes de probabilité, en analyse technique, lorsqu'un marché évolue dans un triangle ascendant, la probabilité pour que ce marché s'extrait par le haut de cette figure de continuation de tendance est normalement forte. Sauf que dans ce cas-ci, ce marché va s'extraire par le bas et va transformer cette figure, qui est normalement une figure de continuation, en figure de retournement, parce que le pétrole lui-même, donc graphique d'en bas, forme une figure de retournement qui s'appelle un rounding bottom, qui marque une décélération du mouvement baissier et une reprise. Cette reprise est bien évidemment bénéfique pour le dollar canadien, puisque le Canada exporte des produits énergétiques et du pétrole, et bien évidemment cette commodity currency va bénéficier de cette reprise du pétrole. Il n'est donc pas possible, quand on observe ce qui se passe sur le marché du pétrole, que cette paire de devises poursuive son mouvement ascendant et s'extrait par le haut du triangle. Alors l'intérêt donc de cet exemple consiste à signifier que si l'on avait observé le dollar contre le dollar canadien de manière isolée, on aurait probablement anticipé une poursuite de la tendance haussière et le fait que cette paire de devises serait extraite par le haut du triangle ascendant, mais en corroborant avec un autre marché, donc en pratiquant l'analyse intermarché, eh bien, ça permet de comprendre, ou du moins même d'anticiper, qu'il est impossible que cette paire de devises s'extrait par le haut et que la probabilité la plus forte, au contraire, c'est que cette figure normalement de continuation, qui est un triangle ascendant, se transforme en figure de retournement. Alors nous allons terminer par un quatrième cas pratique qui se propose d'illustrer l'intérêt de l'analyse intermarché dans le cadre d'une stratégie sur le change. Le graphique d'en haut représente l'indice S&P 500, donc l'indice des actions américaines, en fréquence 4 heures, du 6 avril au 16 mai. Le graphique du milieu représente le prix donc de l'or pour la même période et la même fréquence, tandis que le graphique d'en bas représente les prix du pétrole, toujours pour la même fréquence et la même période. Vous pouvez observer que ces graphiques sont fortement corrélés. Les trois graphiques forment des creux et des sommets à des moments similaires et prennent les mêmes directions. Alors au-delà de cela, que pouvons-nous observer? Eh bien, que début mai, le marché action se met à corriger. Il en est de même pour l'or et le pétrole. Si l'on connaît les relations classiques quant à ce mouvement de ces classes d'actifs et le mouvement des devises, eh bien, on sait, en termes de probabilité, donc ce n'est pas dans tous les cas, mais je parle de relations classiques, que si le marché action se met à corriger, ça aura un effet bénéfique pour le yen. Par ailleurs, si le gold, donc l'or, se met à corriger, eh bien, ça aura un effet bénéfique pour le dollar et négatif pour le dollar australien. Alors voyons à présent ce que nous révèle l'analyse des différents indices de devises. Donc sur la même période, nous pouvons observer justement que début mai, la date du retournement sur l'indice américain, eh bien, le yen se met à progresser. Une baisse du S&P 500 américain provoque une progression du yen. Et l'on obtient ce signal le 3 mai sur le yen index. Alors il s'agit là d'un signal précurseur de ce que l'on va observer d'une part sur le dollar australien, la courbe bleu foncé, et d'autre part sur le dollar, la courbe jaune. Vous voyez que cette courbe bleu foncé et la courbe jaune sont symétriquement opposées. Alors sur le dollar australien, on observe une rupture de la droite de tendance ascendante, tandis que sur la courbe jaune, donc le dollar américain, un franchissement de la droite de tendance baissière. Donc ça signifie qu'on part de différentes classes d'actifs, donc les indices actions et les matières premières. Grâce à des relations classiques connues, eh bien on en déduit de possibles réactions sur le marché des devises qui sont confirmées ici. On a notamment un signal précurseur sur le yen
Et finalement, on en déduit une stratégie sur le dollar contre le dollar australien. Si le dollar australien se met à fortement baisser et qu'il est et ce qui correspond par ailleurs à une progression du dollar américain, on en déduit donc qu'il y a quelque chose à faire sur le dollar australien contre le dollar américain, et on traduit donc une stratégie qui au départ dépend de ce qui se passe dans d'autres classes d'actifs dans un cas particulier qui est le cas de cette paire de devises. Donc voilà ce qu'on aurait pu faire. Au même moment, donc le 4 mai, lorsque l'on observe ces différentes corrélations intermarchés, eh bien, vendre du dollar australien contre du dollar américain à 1,08 donc le 4 mai avec un stop suiveur de 80 pips, et puis se proposer de sortir un certain montant de sa position en fonction de la progression du marché. Donc ici, racheter un tiers de la position à 1,07, puis 1,06 pour enfin solder complètement sa position à 1,0615, puisque je rappelle ici que le marché forme un plus bas à 1,0535 et que l'on a un stop suiveur de 80 pips. Alors, à travers ce cas pratique, vous pouvez observer que je suis parti du mouvement du marché des actions, du mouvement des matières premières. J'en ai déduit un possible mouvement sur le marché des devises à travers la lecture des indices de devises, et j'ai fini par comprendre ou par anticiper ce que j'aurais dû faire sur une devise en particulier. Donc je suis parti de l'infiniment grand pour déterminer un scénario sur quelque chose de particulier. Et ce qui permet d'augmenter considérablement sa probabilité de succès, parce qu'on s'inscrit dans un mouvement général dans lequel différents faisceaux d'informations pointent vers les mêmes conclusions, et c'est ça l'analyse intermarché. Je vais à présent conclure sur ce qu'il fallait retenir. Donc la première idée, c'est que l'approche intermarché consiste à appréhender l'infiniment petit à partir de l'infiniment grand. C'est ce qui a été illustré notamment à partir donc à l'aide du dernier cas concret. Que les classes d'actifs, donc ce sont des masses qui entretiennent des relations classiques selon différents états de la nature, et que comprendre la manière dont ces masses s'influencent est essentiel. On peut aussi s'intéresser à l'intensité de ces relations qu'entretiennent ces masses. Et que bien évidemment, intégrer cette approche est un plus pour améliorer la probabilité de succès de ces opérations. Enfin, pour investir sérieusement sur le marché des changes, eh bien, intéressez-vous à l'approche intramarché, celle qui consiste à analyser donc les indices de devises, mais intégrer les autres classes d'actifs qui ont elles aussi des informations importantes à révéler, et ce serait dommage de passer à côté et de ne pas avoir un autre niveau d'information qui corrobore vos analyses. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur trader-forex.fr. À bientôt.